Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous allons parler de chamanisme grâce à la parution d'un livre, le livre de Arnaud Rioux, Réveillez le chaman qui est en vous aux éditions Harmonie Solar. C'est dans quelques secondes sur Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Arnaud Rioux, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous avez publié un livre, Réveillez le chaman qui est en vous, aux éditions Harmonie Solar. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire cet ouvrage ? En fait, je crois que l'ouvrage s'est imposé de lui-même, puisque voilà, c'était vraiment un retour aux sources, ce retour au chamanisme, parce que je me suis toujours senti très très proche de la nature, très proche de cet invisible, et j'ai senti que c'était le moment plus que jamais d'écrire un livre sur ce thème-là. Le chamanisme, c'est un retour aux sources, c'est un retour à la nature, c'est un retour au bon sens, et j'ai senti que dans cette période agitée, on avait besoin de revenir à ça. Oh là là, oui, c'est sûr. Alors pour commencer, vous pouvez nous expliquer ce qu'est un chaman ? Alors un chaman, en fait, c'est un être qui perçoit que tout ce qui est dans l'univers est vivant et que donc pas seulement les êtres humains, mais les animaux, les végétaux, les minéraux et les peuples invisibles. Et donc le chaman cherche à rétablir l'équilibre entre tous ces mondes en rentrant en communication aussi bien avec l'esprit des animaux que l'esprit des lacs, que l'esprit des arbres. Et pour rétablir l'équilibre, en partant du principe que le monde va bien quand tous les mondes réussissent à vivre entre eux. Oui, voilà. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Oui, c'est plein de bon sens en fait le chamanisme. Dans l'étymologie, le chaman, ça vient d'une langue de Mongolie qui s'appelle le Tughnuz, et ça veut dire celui qui détient la connaissance. C'est ça le chaman. Donc c'est celui qui se relie en fait à l'intelligence minérale, à l'intelligence des écosystèmes et à l'intelligence végétale, humaine. Voilà, toutes ces formes d'intelligence. Comment réveiller les possibilités de chaman qui sommeillent en nous ? Les chamans vivent beaucoup dans la nature, et nous, ce qui nous éloigne de notre nature chamanique, ce sont les villes, ce sont tous ces gadgets électroniques qui nous font croire qu'on est disponible tout le temps alors qu'on ne l'est pas forcément. Ce sont toutes ces informations qui viennent nous empoisonner aussi, parce qu'on a beaucoup d'informations qu'on a du mal à traiter parce qu'elles arrivent dans tous les sens, elles ne sont pas filtrées. Et peut-être ce qui peut nous aider à réveiller le chaman en nous, c'est de nous isoler, de passer un peu de temps seul, de passer un peu plus de temps dans la nature, de passer un peu plus de temps en silence et de laisser résonner en nous plutôt que de raisonner tout le temps. C'est ça qui peut nous aider à réveiller le chaman. Alors quelque part, il faut se rééduquer parce qu'on est stressé par la vie tous les jours. Bon, surtout les gens qui vivent en ville, évidemment. Surtout, ouais, c'est vraiment ça. C'est cette idée des fois on me dit mais le chamanisme c'est une mode. En fait, le chamanisme ça a 80 000 ans et ça a existé sur les 5 continents, dans toutes les traditions. Il y a simplement un moment donné, depuis peut-être 50 ans ou peut-être un siècle, où on s'est vraiment coupé de la nature. On sait plus très bien ce qu'on mange, on sait plus très bien. N'importe qui dans la forêt se perd, on sait plus reconnaître ce qui est comestible de ce qui ne l'est pas, on sait pas reconnaître. Voilà. Et encore plus dans les villes où là on est vraiment coupé de l'essentiel. Et le chamanisme, c'est justement se relier à l'intuition, comme le font les animaux. N'importe quel animal dans la nature sait intuitivement reconnaître quelle plante est bonne pour elle, quelle ne l'est pas. N'importe quel animal dans la nature sait élaborer son nid, sait s'installer. Et nous, en fait, on sait couper de la nature. Et la nature, c'est notre premier écosystème. Mais là, en vivant dans des villes souvent
couper de la nature, eh ben on se coupe de nous. En fait, c'est ça qui se passe. En se coupant de la nature, on se coupe de nous. Et moi, je me rends compte quand j'emmène des groupes méditer en forêt qu'au bout de 24 heures, on retrouve notre vraie nature archaïque, on retrouve notre bon sens, on retrouve notre intuition, on réapprend à ressentir. Et c'est ça que nous amène la nature. La nature, c'est le chaman, en fait, son premier maître, c'est la nature, c'est l'environnement. Comment faire quand on vit en ville? Moi, j'ai la chance de vivre à la campagne. Ça va? Oui. Ouais. Je pourrais pas vivre en ville. Mais... c'est une difficulté supplémentaire. Et à défaut de vivre dans la nature, on peut au moins se relier aux 5 éléments. Oui. Les 5 éléments, c'est le feu, c'est le vent, c'est l'air, c'est la terre et c'est l'espace. Et bien sûr qu'ils sont très présents dans la nature, parce que dès qu'on est en lien avec le torrent, dès qu'on est en lien à faire un feu dans la forêt, dès qu'on est en lien avec le vent, on est en lien avec les éléments. Et dans la ville, ce qui se passe, c'est qu'on est coupé de ces éléments, ne serait-ce que l'obscurité. On n'a plus à Paris, par exemple, il n'y a pas d'obscurité jamais, mais au milieu de la nuit, c'est toujours grand jour. Le silence même, j'étais avec un ingénieur du son dernièrement qui me disait que quand il y a une prise de son à faire, c'est impossible d'avoir le silence, mais pas seulement à Paris, mais même en banlieue, on n'arrive plus à trouver des zones de silence. On a besoin vraiment de s'isoler très très loin pour avoir le silence. Et ça s'appelle des pollutions sonores. Oui, tout à fait. Et donc, comment faire en ville? Retrouver des espaces au maximum. Il y a encore heureusement des parcs, il y a encore quelques rivières, il y a encore la Seine. Et donc, on peut déjà même marcher sur les bords de Seine et se relier à l'énergie de l'eau, marcher en forêt et puis se laisser toucher par le vent, se relier au soleil quand il est là, et voilà, se relier aux 5 éléments: le feu, la terre, l'eau, l'air et l'espace. Oui, il faut rassembler justement son énergie. Ouais, rassembler son énergie. Et pour retrouver son énergie, en fait, on a besoin de retrouver les 5 éléments en nous. Le feu, qui est notre température, l'air, qui est l'air qu'on respire, la terre, c'est notre ancrage, l'espace et l'eau. Et on peut, en harmonisant ces 5 éléments en nous, on retrouve notre énergie vitale. En fait, moi, je me rends compte, en ville, par exemple, moi, si je passe 3 jours en ville, au bout de 3 jours, j'ai plus d'énergie. Si je fais pas attention à moi, j'ai plus d'énergie. Et on a besoin de se ressourcer. Et comment se ressourcer? En étant proche de la terre, même en se mettant au pied d'un arbre et en méditant sur l'énergie de l'arbre, en marchant quelque part dans un parc, dans une forêt, au bois de Vincennes, au but de Chaumont, aux Tuileries, aux Invalides. Enfin, il y a quelques parcs quand même à Paris qui nous permettent de nous ressourcer, parce qu'on a besoin de se ressourcer pour retrouver notre énergie vitale. On a besoin. Alors on dit, quand on enlace un arbre, un chêne par exemple, ou un gros tilleul, on capte son énergie. Est-ce que c'est vrai déjà? Parce que moi particulièrement, je pense que oui, évidemment. Mais comment ça se traduit finalement? Alors en fait, comment ça se traduit? Ça, c'est les chamans le savent depuis la nuit des temps, et nous, on apprend à le découvrir aujourd'hui, ne serait-ce que par les progrès de la physique quantique, qui nous apprend, la physique quantique, que nous sommes tous liés les uns aux autres. Si par exemple il y a 2 plantes vertes dans une pièce et que j'approche une flamme d'une des 2 plantes, l'autre plante va réagir. Voilà, ça montre que les végétaux sont liés entre eux. Les animaux, c'est pareil. Quand par exemple il y a deux lapins qui sont éloignés une maman lapin, c'est les Russes qui ont fait cette expérience. Une maman lapin qui est dans un sous-marin à 400 mètres de profondeur, et quand on blesse un petit à la surface de la Terre, elle le capte. Voilà, donc les expériences nous montrent qu'on est tous reliés les uns aux autres, et qu'on a la possibilité, nous, de naturellement capter la stabilité d'un végétal, la stabilité d'un chêne, le rayonnement d'un saule. On a cette capacité, et dès qu'on en fait l'expérience, n'importe qui s'est posé le dos contre un arbre se rend compte que ça lui fait du bien. Ça, c'est accessible à chacun. Dès qu'on marche un peu en forêt, ça nous ressource. Pourquoi ça nous ressource? Parce que ça réveille la nature et l'espace en nous. C'est vraiment ça qui se passe. On peut même guérir de certaines pathologies, paraît-il. Oui, bien évidemment. Et là aussi, on a vu que beaucoup de pathologies qui trouvent... L'essentiel des maladies aujourd'hui, c'est quoi? C'est lié au stress, et c'est lié à la pollution. La pollution chimique de tout ce qu'on absorbe, la pollution sonore, la pollution psychique,
tout ça, ça crée beaucoup de stress, et toutes les maladies liées au stress, et plus d'une maladie sur deux aujourd'hui, sont des maladies modernes quelque part, qui n'existaient pas autrefois, parce qu'on les a créées de toutes pièces. Donc comme on les a créées, on peut s'en guérir. Ouais. Vous dites qu'il faut apprendre à ralentir. Eh oui. Dans ce monde où tout va tellement vite, on a tellement besoin d'être réactif. Là, je reviens du désert, j'étais dans le sud marocain, j'avais un groupe là-bas, et les Marocains ont cette phrase, ils me disent, vous avez les montres, et nous, on a le temps. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on cherche toujours à s'enrichir, à savoir ce que c'est que la richesse, c'est notre temps libre, et c'est notre libre arbitre. Et quand on ralentit, on arrive plus vite à l'essentiel. En fait, on se désencombre de tout ce qui nous parasite. Oui. C'est tout ce qu'on fait dans la journée qui ne sert à rien, qui ne sert qu'à remplir. Et quand on ralentit, on en fait moins, mais on le fait mieux. Oui. C'est ça qui se passe. Alors le chaman a plusieurs fonctions, il dialogue avec les esprits, les autres dimensions, mais pas seulement, le chaman soigne avec les plantes. Il soigne avec les plantes, il soigne avec le son, avec le souffle, il soigne par imposition des mains. C'est-à-dire comme le chaman a utilisé vraiment toutes les capacités de l'être humain, et moi je me suis rendu compte depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai énormément de courriers de lecteurs qui me disent mais en fait je me rends compte que j'ai ces capacités en moi et donc j'ai cette possibilité. Beaucoup de gens m'écrivent en me disant mais je me rends compte que j'ai beaucoup d'intuition mais que je l'utilise pas, que je soigne naturellement des gens en leur posant la main sur l'abdomen et que ça fonctionne mais que je m'autorise pas à le nommer. Et peut-être ce que fait le chaman, c'est qu'il le fait quotidiennement, donc il devient un expert dans ces approches-là. Mais naturellement, on a tous beaucoup d'intuition. À qui ça n'est pas arrivé de penser à quelqu'un 10 minutes avant qu'il n'appelle. Ah oui, hier, moi ça m'est arrivé. Voilà, c'est très fréquent et en fait, quand on fait pas attention à ça, on se dit simplement c'est un hasard. Mais si on commence à marquer tout ça sur un carnet, on se rend compte que ça dépasse ça. Ouais. Et ça pour le chaman, ça s'appelle la synchronicité. C'est qu'en fait, on capte un événement avant qu'il n'arrive. Et comme on est tous plein d'énergie, ça nous permet de prendre conscience de ça. Et c'est naturel, mais simplement le chaman, il le développe au quotidien. Donc il apprend à communiquer avec d'autres sphères invisibles, mais c'est très naturel en fait. Oui, finalement, Jacqueline Bousquet, je ne sais pas si vous la connaissez, mais nous l'avions reçue ici à la radio. Elle nous disait qu'on était tous reliés par le champ unitaire ultime et que finalement, on captait l'information sur le champ directement. C'est ça. Et là, c'est ce qui se passe. On passe à la radio aujourd'hui, donc on est sur une fréquence particulière. Et si on change un petit peu la fréquence, il n'empêche que la radio est là. Donc on a besoin de se connecter à une fréquence particulière pour capter la radio. Mais même si on éteint le poste, l'information, elle est là. Et notre enregistrement, il est là, même le poste éteint. Mais on a besoin de se relier à une fréquence particulière. C'est ce que fait le chaman. L'information est là et lui, il apprend à se connecter sur telle fréquence de mégahertz pour capter une information. Finalement, tout est fréquence et tout est information. Oui, puisque la physique quantique nous apprend que la matière n'existe pas, il n'y a que de l'énergie. Il n'y a que de l'énergie, et donc c'est de l'énergie, un atome, c'est de l'énergie qui tourne autour d'un noyau, et cette énergie, elle est porteuse d'une information. Et c'est ce qui fait que l'information, le chaman apprend à la capter. C'est comme ça, par exemple, qu'il réussit à capter l'utilité d'une plante. Si je prends par exemple, là j'étais au Maroc, comment on peut savoir que cette plante, elle est bonne contre les morsures de serpent, que cette plante, elle est bonne contre les coups de soleil, que cette plante, elle est bonne pour le foie ou pour l'estomac. Quand on pose la question au chaman, il nous dit simplement, on se relie à la plante, il nous donne l'information. Et comme il n'y a pas tellement d'autres explications, parce que comment les peuples traditionnels apprennent la vertu d'une plante, on dit bien sûr c'est les ancêtres qui l'ont dit, d'accord, mais les ancêtres, comment ils le savaient? Ils ont médité, ils se sont reliés à l'esprit de la plante, et puis ils ont l'information comme ça. Et les animaux, si on a un animal domestique chez soi, on s'aperçoit bien qu'il se passe quelque chose. Ils savent où on est, ils savent ce qu'on fait, et ils devinent tout. Bien sûr. Il y a beaucoup de chats, là, en ce moment, ça arrive beaucoup dans certains hôpitaux, de chats médecins, médecins qui vont rentrer dans une chambre et puis se poser exactement sur la partie du corps où il y a une pathologie pour faire un soin. Et parce qu'ils ont intuitivement, tous les animaux perçoivent intuitivement
intuitivement la façon de faire un soin à un congénère. Et voilà. Et nous, ce qui se passe, c'est juste qu'on s'est coupé de toutes ces capacités qui sont vraiment des capacités naturelles. Parce que la science, quand elle devient trop technique, aujourd'hui on est malade, on veut tout de suite un cachet, on veut tout de suite faire une radio pour voir ce qui se passe, plutôt que de le ressentir, de prendre le temps, c'est là encore le rapport au temps, d'aller un petit peu moins vite et de prendre le temps de sentir ce qui nous arrive. Et ça, comme le font les animaux, en fait, c'est un retour au bon sens. Alors les chamans communiquent avec les esprits, comment ça se passe ? Alors comment ça se passe ? Il y a plusieurs façons. Les façons les plus traditionnelles, ça se fait beaucoup au tambour, en jouant du tambour. Et puis certains chamans utilisent des plantes dites hallucinogènes, qui sont l'ayahuasca, ça se fait beaucoup en Amérique du Sud par exemple, et c'est en Amazonie, au Brésil. Et là, les chamans à ce moment-là se mettent dans un état modifié de conscience pour changer de fréquence leur âme, leur cerveau, et à ce moment-là capter des informations. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir capter des informations sur ce qui se passe dans leur vie pour comprendre le sens d'une blessure, le sens d'une maladie, ou le sens d'une crise dans une région, ou le sens d'un fleuve qui ne tourne plus. Enfin voilà, ils vont vraiment rentrer en lien avec un animal, avec un lac, ou avec leur propre esprit pour avoir des informations. Donc il y a des voyages qui se font soit avec des plantes, soit avec des chants, soit avec des sons du tambour, soit simplement par la méditation. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie de La Clé du Mystère. En compagnie d'Arnaud Rioux, et nous parlons de chamanisme. Il a publié un ouvrage, Réveiller le chaman qui est en vous, aux éditions Harmonie Solar. La méditation, on en parle souvent en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui s'y mettent à la méditation. Comment faire pour méditer et faire une bonne méditation qui nous apporte quelque chose au quotidien ? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens, même dans les entreprises, même de gens qui méditent. En fait, la méditation, c'est pas l'opposé de l'action. C'est ça que souvent on a du mal à comprendre, c'est qu'on se dit non, moi je peux pas méditer, j'ai trop de choses à faire. Mais la méditation, c'est pas l'opposé de l'action. Au contraire, la méditation, ça inspire les actions. Ça nous permet d'arrêter de tourner en roue pour s'ancrer, pour revenir à l'essentiel et pour poser des actions justes et des paroles justes en fonction de nos vies. Et comment faire c'est pour ça que la méditation est très en lien avec le chamanisme, parce que dans les deux cas, il est question de se dépolluer, il est question de ralentir, il est question de revenir à l'essentiel et de vraiment revenir à notre véritable nature. Donc la méditation, ça demande, alors qu'on a l'impression d'exister parce qu'on fait quelque chose, c'est si on arrête de faire, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, et la méditation nous invite à revenir à l'essentiel pour prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est une invitation à aller à l'essentiel, la méditation. Alors, quelle technique employer ? Comment on fait ? Alors, beaucoup sont passés avant nous et bien sûr souvent en Orient, au Tibet, en Inde, et puis chez nous aussi, les pères du désert étaient beaucoup des grands méditants. Donc comment on fait ? On commence par s'isoler. On commence par ralentir, on commence par couper le téléphone, la radio, la télévision, et par passer un moment seul. Et ce qui se passe, c'est que comme on n'est pas habitué à ça, dans un premier temps, il y a beaucoup de choses qui s'agitent. Et ça nous demande, en fait, à aller au-delà de ça, à respirer, à se détendre, à trouver une posture physique calme et détendue pour aller au-delà du prisme des émotions, pour aller au-delà du prisme du mental et pour aller même au-delà du prisme des sensations. C'est un petit peu comme si Alice qui traverse le miroir de Lewis Carroll, comme si on sortait du cinéma, comme si on sortait du film pour prendre vraiment du recul. Puisque la méditation nous permet de prendre du recul. Et pour prendre du recul, on commence par faire le calme, et pour faire le calme, on passe par l'immobilité et le silence. Et donc c'est une technique qu'il faut pratiquer tous les jours, régulièrement. Oui, parce qu'en fait la méditation c'est rien du tout. Le tout c'est l'entraînement à la méditation. Et dès qu'on a commencé à méditer, moi au début la méditation c'était pas du tout naturel.
Ouais. C'était même pas très agréable parce que j'avais une vie, j'ai découvert la méditation il y a 25 ans de ça, et sur le coup j'avais une vie très remplie, très agitée, je courais beaucoup, et quand on me demandait de m'arrêter sur un coussin, c'était très inconfortable et j'aimais pas ça. Et puis petit à petit, j'ai tellement vu l'utilité de la méditation qu'aujourd'hui je ne pourrais plus vivre sans méditation. C'est devenu pour moi complètement indispensable. Ça s'est intégré dans mon quotidien, et c'est pour ça que c'est l'habitude à la méditation. Quand on s'entraîne, ne serait-ce que 5 minutes par jour, simplement à faire silence, on commence à ouvrir en nous un espace dans lequel le cœur peut s'expandre. Et quand le cœur s'expand, on développe le calme, on développe la confiance, on développe le bien-être, on développe la paix, on développe la santé. Enfin, il y a toute l'harmonie. Et du coup, ça crée de l'apaisement dans nos relations. Ça crée, il y a des vertus. Les vertus de la méditation, elles sont innombrables. Elles sont vraiment innombrables. Alors, il faut chasser les pensées, je suppose, parce qu'on a quand même le mental agité, hein. Ce qui se passe, c'est que dès qu'on commence à méditer, les pensées sont nombreuses. En général, on a en moyenne 80 000 pensées par jour. C'est énorme, on ne peut pas les arrêter. Par contre, on peut mettre de l'attention ailleurs pour ne pas en être esclave. Parce que les Tibétains comparent les pensées à un singe qui a besoin d'être apprivoisé. Et souvent, on a du mal à se centrer parce qu'en permanence, on est agité. Les pensées vont très très vite et elles nous éloignent de l'essentiel. Et méditer, c'est recueillir le flot des pensées et ne pas se laisser embarquer par ça. Un petit peu comme si on regardait les vagues à la surface de l'océan, mais qu'on descende un peu plus profondément dans les profondeurs de l'océan pour se relier à la profonde vérité de l'océan. Et là, nous, c'est un petit peu pareil. On regarde les pensées, on ne se laisse pas embarquer par elles, et on descend un petit peu plus profondément dans notre océan à nous. Alors, pour en revenir au chaman, il pratique la sortie de corps. Alors, il pratique la sortie de corps, c'est une façon pour lui de voyager. Il quitte son corps pour aller voyager dans d'autres espaces. Et il peut comme ça complètement voyager dans d'autres espaces-temps ou dans d'autres espaces géographiques. D'accord. Et je suppose qu'il rencontre les décédés. Il peut rencontrer les défunts, tout à fait, et avoir des informations, rentrer en contact vraiment et en communication avec les défunts, bien sûr. Et ils expliquent des choses assez particulières au cours de leur voyage ? Oui, puisque en fait, c'est une opportunité de changer de fréquence. Et donc, les voyages qui peuvent être faits auprès des défunts, auprès des ancêtres, mais aussi auprès d'êtres de sagesse, auprès d'animaux totems, par exemple. Puisque les animaux totems jouent un rôle très important pour les chamans. Les animaux totems, ce sont les animaux maîtres, et donc chaque animal a une qualité particulière qui fait que l'ours va être lié au courage, que l'araignée va être liée à la patience, que le renard va être lié à la ruse, le bélier à la persévérance, et chaque animal est porteur d'un enseignement. Et ce que fait le chaman, c'est qu'il se relie à la qualité de cet animal pour acquérir cette propre qualité en lui. Et tous les animaux ont une qualité. Une araignée, par exemple, est capable de jeûner pendant 5 mois en étant complètement immobile. Donc en étant relié à l'esprit de l'araignée, on va développer la patience, la persévérance et le sens de l'immobilité. C'est un bon animal totem, l'araignée, par exemple, pour apprendre la méditation. On va se relier à l'araignée pour développer cette qualité-là en nous. Il y a un rapport entre la médiumnité et le chamanisme ? La médiumnité, oui, bien sûr qu'il y a un rapport. La médiumnité est l'un des attributs du chaman. Les chamans sont naturellement des médiums, et les médiums, moi j'ai vraiment écrit ce livre, Réveiller le chaman en vous, parce que on a tous cette capacité médiumnique, mais ça nous demande pour ça de les développer et d'y croire. Il faut travailler. Et plus on les développe, moi je suis épaté de voir à quel point les gens que j'ai en stage ont des grandes capacités médiumniques, mais souvent sont assez peu utilisées. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert dans le sud du Maroc ? Alors, dans le sud du Maroc, ce que j'ai découvert, c'est
C'est peut-être le retour à l'essentiel quand j'ai fait j'ai fait un tour pour savoir quels étaient nos vœux à chacun. Et voilà, les uns souhaitaient développer telle qualité, les autres souhaitaient avoir tel enrichissement, etc. Et quand j'ai posé la question à mes amis nomades qui vivent dans le désert, eux m'ont dit ce qu'on souhaite pour 2016, c'est de l'eau, parce que la sécheresse, c'est vraiment ce qui nous... Et là, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tous la même notion de l'essentiel. Et peut-être ce que ça m'a ramené le désert, c'est de revenir davantage à l'essentiel. On est tous sur cette terre pour un passage. C'est un passage qui va très vite. On a à peine le temps de faire un métier, de se mener une vie de famille, que déjà, c'est le temps de tirer notre révérence. Et comme ça va très vite, on a besoin d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est d'ouvrir notre cœur, d'apprendre à vivre les uns avec les autres et de partager, d'avoir ce sens de l'écoute de l'autre et de se dire comment on peut contribuer chacun à rendre le monde meilleur. Voilà, ça c'est ce que je crois qu'on a de plus essentiel à faire sur la Terre. Alors justement, on a un passage qui est relativement court, même si on est centenaire, c'est quand même court. Ouais. Est-ce que les chamans vous parlent de ce qui se passe après et vous parlent aussi de réincarnation? Les lamas en parlent beaucoup, les chamans pas toujours. Ça va dépendre des traditions parce que tous les chamans ne sont pas sensibles à cette notion de réincarnation. Pour certains chamans, il y a une notion d'immortalité qui existe, c'est-à-dire que l'âme est immortelle, mais en fonction des traditions, tous les chamanismes n'intègrent pas la notion de réincarnation. Ça, la notion de réincarnation, c'est quelque chose qui est très ancré chez les Tibétains, par exemple, chez les Indiens, bien sûr, et de prendre conscience, en tout cas, que notre âme dépasse de loin cette simple incarnation et que le but de la notion de réincarnation nous permet surtout de faire en sorte d'aller de mieux en mieux, parce que la nature de l'âme, c'est de s'élever, et pour s'élever, on a besoin de développer des qualités, et toutes les qualités qu'on développe dans cette vie-là, on n'aura pas à les développer dans les suivantes. Mais quelque part, ils peuvent obtenir l'information. Oui, aussi. Tout dépend de leur but, finalement, je pense, non? Toujours, les chamans, ce qu'ils cherchent, c'est l'harmonie. Oui. C'est l'harmonie entre les mondes. Et en fait, comme on est tous reliés les uns avec les autres, on ne peut pas vivre en harmonie si, là je prends un exemple toujours sud-marocain, où d'un seul coup ils viennent de construire un barrage au sud de Ouarzazate pour irriguer un golfe, mais en faisant ça, ils renforcent l'assèchement et la sécheresse dans le désert, et donc ça met en péril des populations de nomades entières simplement pour irriguer un golfe. Et ça, pour moi, c'est impossible de vivre ensemble avec un tel égoïsme, avec une telle ignorance. On a besoin de prendre conscience qu'on vit tous les uns avec les autres et qu'on a besoin de partager. C'est vraiment des notions de bon sens et des notions... Alors, ce que font les chamans, peut-être, c'est qu'ils vont mettre le lien entre l'esprit animal et l'esprit végétal et l'esprit humain. Mais si on regarde, par exemple, je crois qu'il y a 1000 millions d'espèces sur la Terre, 1000 millions. Et les êtres humains sont une de ces 1000 millions. Mais d'un tel égoïsme que pour se nourrir, on peut être capable de détruire pratiquement 75% des règnes simplement pour se nourrir et satisfaire à nos seuls besoins. Donc ça, obligatoirement, ça crée la folie dans laquelle on vit. On sait que dans les 20 dernières années, je crois, on a exterminé à peu près 75% des océans. Donc c'est se mettre soi-même en péril. Et là, je crois qu'on a perdu simplement les notions de bon sens. On se met en danger soi-même parce qu'on n'est plus conscient du long terme. Et c'est notre propre espèce qu'on fragilise. Et là, c'est plus que inquiétant. Ah oui, c'est très inquiétant là. On est en train on est en train de détruire la vie sur l'eau. On est en train de détruire la moitié des mammifères. Enfin, c'est tout ça. C'est dramatique. C'est dramatique, et c'est même pas ce qui est terrible dans ça, que c'est même pas une question de survie. C'est une question de luxe. C'est parce que on veut tel poisson que d'un seul coup, pour pêcher 2 poissons, par exemple, le grenadier et puis je sais plus lequel, on va racler les fonds des océans et détruire complètement les écosystèmes. Et ça, c'est une ignorance juvénile, quoi. C'est pour ça que les chamans appellent les occidentaux les petits enfants de la terre, parce que on est comme des enfants qui détruisons notre propre jouet. Et là, dès qu'on se calme un peu, dès qu'on se pose, on se dit, on a juste besoin de reprendre conscience et donc d'avancer avec un peu plus de parcimonie,
un peu plus de sobriété heureuse et de revenir à l'essentiel. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tout est accessible et qu'en mettant le prix fort, on peut avoir des poissons rares, mais à quel prix, prix. Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui ? Alors oui, il y a une prise de conscience qui est proportionnelle à notre degré d'immaturité. C'est-à-dire qu'on a dû aller très très loin dans notre aveuglement. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Il n'y a pas toujours les actes qui posent. Et là, parce que justement, ça va tellement vite d'aller au supermarché pour acheter les derniers. Et voilà, je crois qu'il y a heureusement toute une génération d'hommes et de femmes qui prennent conscience, qui ralentissent. Et pour moi, on a tous le pouvoir aujourd'hui de voter avec notre porte-monnaie. Et ça veut dire qu'on peut choisir d'acheter les ingrédients ici ou là, de faire marcher le commerce durable et équitable, de faire marcher les circuits courts, ou alors de continuer à acheter en hiver des fraises qui viennent de l'autre bout du monde. Ça, c'est un choix qu'on a, et en faisant ça, ça peut sembler pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme, parce que ça veut dire qu'on fait notre part. Et on est dans un moment où beaucoup se disent oui, mais c'est pas ce que je vais faire qui va changer. Si, c'est ce qu'on va faire qui va changer au quotidien. C'est pas les belles théories, c'est les petits actes quotidiens qui fait que on va changer les choses à notre niveau. Et même, c'est l'histoire du colibri, que Rabi a rendu célèbre, l'histoire du petit colibri qui va prendre une goutte d'eau dans la barre pendant qu'il y a un incendie en forêt, et les deux éléphants s'amusent en disant mais qu'est-ce que tu veux faire avec cette goutte d'eau? Tu crois que tu vas éteindre l'incendie avec une goutte d'eau? Et le colibri leur répond je ne sais pas, en tout cas moi je fais ma part. Et c'est vraiment ça la légende du colibri. Aujourd'hui on a tous besoin de faire notre part pour le monde est en feu, à feu et à sang. Et c'est vraiment quand j'étais enfant on disait dans 5 générations il risque de, et maintenant on se rend compte c'est pas dans 5 générations, c'est notre génération qui soit témoin. Et on est là maintenant responsable de ce qu'on fait. Il y a ce que font les gouvernements, la COP21 et autre chose, mais nous-mêmes à notre niveau on a vraiment urgence à changer les choses dans notre quotidien, et on peut avec des petits actes changer faire des grandes choses. On a l'impression que les gens quand même prennent conscience, puisque moi je mange bio, de toute façon je mange pas de viande, je mange pas de charcuterie, je mange pas tout ça, je mange pas les saloperies industrielles, bon. Mais je suis allé dans un magasin bio il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Il n'y avait pas âme qui vive dans ce magasin. Et aujourd'hui, il y a 2 caisses. Donc voilà, on s'aperçoit que finalement les gens désertent les supermarchés traditionnels. Et c'est très bien finalement, parce qu'ils commencent à prendre conscience qu'il faut bien se nourrir, qu'il faut respecter la nature. Donc c'est quand même encourageant. Il en va de notre survie. Aujourd'hui, l'alimentation, elle a plus évolué dans les 40 dernières années que dans les 10 000 ans qui ont précédé. Et aujourd'hui, une tomate reçoit par exemple 27 produits phytosanitaires pour être mis sur le marché. Donc c'est une aberration, alors que naturellement, la tomate, elle pousse sur la terre. Et en fait, la seule chose dont la terre a besoin qu'on fasse pour elle, c'est rien, c'est qu'on la laisse faire. Et elle nous donnera en abondance ce qu'il faut, largement ce qu'il faut pour nourrir la terre entière, mais ça nous demande juste de la laisser faire. Et là, je crois qu'il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui prennent conscience de ça, et heureusement, je crois que le développement du bio, c'est 200% par an, le commerce équitable, c'est pareil, donc les gens prennent conscience, et heureusement, j'espère que ce n'est qu'un début pour revenir à quelque chose qui est du bon sens. Bon, on n'a pas le choix, de toute façon. C'est clair, c'est clair. Alors, vous organisez des conférences, des stages? Des conférences, des stages, j'emmène les gens méditer dans le désert, méditer en forêt, méditer dans des endroits privilégiés, où en fait on retourne proche de la nature, on retrouve nos sources, et ça nous fait du bien. C'est sûr. Vous avez des projets? Beaucoup. Là, j'ai ce nouveau livre qui sort là ce mois-ci, qui s'appelle Calme, qui est un carnet de méditation, et ça sort toujours chez Solar Harmony. C'est un livre qui sort, un carnet intime sur la méditation, et qui sort 1 an après le livre du chaman qui est sorti il y a 1 an. J'en ai un autre en écriture, je suis très animé par l'écriture, et puis j'ai plusieurs voyages. J'ai un voyage en Inde, là où j'amène un groupe en février, dans le Kerala, j'ai beaucoup d'activités en cours. C'est une année très importante pour moi. Vous avez un message adressé aux auditeurs? Je crois que pour faire la paix dans le monde, et Dieu sait si on a besoin déjà de faire la paix dans notre propre cœur. Et donc,
ce qui nous aide à faire la paix dans notre propre cœur, c'est de nous aimer, c'est de se dire qu'on est digne, qu'on mérite et qu'on est à la hauteur des défis qui nous attendent. Donc on peut tous aujourd'hui contribuer à changer vraiment ce monde. On a tous beaucoup de pouvoir pour le faire, même si c'est à notre niveau, mais voilà, je crois que chacun fasse sa part et on peut arriver à quelque chose de magnifique parce que la Terre est un beau paradis et on a juste besoin de s'en souvenir. C'est vrai. On peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site ? Sur Internet, avec un site qui porte mon nom, arnaudriou.com, et on le trouve facilement, et là-dessus, il y a toutes les livres, les rendez-vous, les conférences, etc. D'accord. Merci Arnaud Rioux et bon courage pour la suite en tout cas. Avec plaisir, c'est un plaisir. Aussi. Au revoir. Fréquence Évasion.